Cela fait un certain temps qu'il est possible de travailler à distance lorsque l'on travaille dans le numérique. La crise de Covid a fait exploser le recours au travail à distance et se pose alors la question de l'impact environnemental de ce mode de travail, et particulièrement celui des réunions à distance. On sait par ailleurs que les données vidéo pèsent lourd au niveau de l'impact environnemental lié au réseau, et plus généralement celui du numérique. Comme le souligne le rapport Climat, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne de The Shift Project, les flux vidéo représentent 60% du flux mondial de données. Alors faut-il ou non allumer sa webcam en réunion? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord faire un rappel sur les flux de données et leurs caractéristiques. Nous allons ensuite énumérer les différentes situations les plus communes afin de pouvoir les comparer. À partir de ces situations, nous estimerons les impacts associés en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous ouvrirons ensuite la réflexion autour d'aspects plus humains à travers les impacts en termes de lien social de l'ajout ou non de la vidéo pendant une réunion. Enfin, nous ferons une synthèse de ce que nous avons abordé. Vous pourrez alors décider où vous souhaitez vous situer par rapport à cette problématique. Pour aborder les flux vidéo, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un flux de données? Un flux de données, c'est tout simplement envoyer des données, appelées flux sortants, ou recevoir des données, appelées flux entrants, au travers d'un réseau comme Internet par exemple. Il y a donc toute une infrastructure réseau qui va faire transiter ces données. Pour se représenter les données, le plus simple est de parler de fichiers. Plus le fichier sera gros en termes de volume de stockage, en octets, plus l'impact sur l'infrastructure sera important. On peut imaginer l'infrastructure réseau comme une infrastructure routière, composée d'un ensemble de routes qui se croisent. On va supposer qu'un fichier vidéo est représenté par un camion, un fichier audio par une voiture et un fichier textuel par un vélo. Concernant plus particulièrement les flux vidéo, ils ont leurs propres caractéristiques. En ce qui concerne les fichiers vidéo, il y a plusieurs paramètres importants qui vont influer sur la taille du fichier. La durée de la vidéo, la définition, le nombre d'images par seconde, et d'autres paramètres que nous n'évoquons pas, tels que le protocole d'encodage de la vidéo. On peut écrire une formule mathématique permettant d'approximer la taille d'un fichier vidéo sans compression à partir de ces trois paramètres. On peut obtenir la taille du fichier vidéo en multipliant le nombre d'images par seconde avec la durée de la vidéo et avec le poids d'une image correspondant à sa définition. Si on prend un exemple avec 30 images par seconde pour une vidéo de 1 minute avec une résolution de 1920 par 1080 pixels, cela nous fait 30 images x 60 secondes x 6 mégaoctets correspondant à 1920 x 1080 x 3 octets par pixel, ce qui nous donne environ une taille de 10 gigaoctets. Alors ce calcul est volontairement grossier. Une vidéo avec ces paramètres a plutôt une taille de 20 mégaoctets, mais l'objectif ici est de voir que nous disposons de trois leviers pour diminuer cette taille. Celui du nombre d'images par seconde, celui de la durée de la vidéo et celui de la définition. La modification de chacun de ces paramètres a un impact sur la qualité de la vidéo. La vidéo peut être saccadée si le nombre d'images par seconde est trop faible, la vidéo peut être trop courte, et enfin la précision de l'image peut être trop faible avec une image pixelisée. Concernant les flux audio qui nous serviront en guise de comparaison, nous allons effectuer une approximation pour calculer la quantité de données associées. Nous allons considérer qu'un flux audio est 10 fois moins volumineux qu'un flux vidéo. Dans notre exemple, la taille du fichier vidéo pour une vidéo de 1 minute est d'environ 10 gigaoctets. Nous allons donc considérer qu'un fichier audio équivalent d'1 minute représenterait un volume de données de 1 gigaoctet. Revenons maintenant au contexte concret des réunions en ligne. On va essayer d'identifier des typologies de réunions qui vont servir de base à notre réflexion. Pour ça, je vais me baser sur mon expérience personnelle. Tout d'abord, on a des réunions récurrentes courtes, telles que le daily meeting avec l'équipe. On a des réunions courtes concernant des sujets précis, souvent avec peu d'interlocuteurs. Il y a également des réunions programmées plus longues, sur des sujets précis, avec plusieurs interlocuteurs. Dans le même ordre d'idée, il y a un certain nombre de réunions récurrentes avec l'équipe. Enfin, il y a des réunions d'information générale, avec de nombreux participants. Grosso modo, je pense que cela regroupe la plupart des typologies de réunions que l'on peut rencontrer. On peut regrouper ces réunions en plusieurs groupes. Les réunions courtes, entre 15 et 30 minutes avec peu d'interlocuteurs, les réunions moyennes d'1 heure environ, et les grandes réunions de diffusion d'informations de plus d'1 heure avec de nombreux participants. Cela va nous permettre d'analyser les impacts environnementaux à partir de ces typologies. Il existe trois grandes catégories d'impacts environnementaux. L'impact sur le dérèglement climatique, l'impact sur les ressources naturelles et l'impact sur la biodiversité. Concernant les flux de données, on va se concentrer sur l'impact climatique. L'enjeu des ressources naturelles aura également du sens concernant les équipements utilisés, mais nous ne l'évoquerons pas dans un souci de simplicité. Pour estimer l'impact climatique, nous allons calculer les émissions de gaz à effet de serre des flux vidéo, les camions dans notre exemple d'infrastructure routière, et les comparer à des flux audio, les voitures, à travers la consommation électrique des équipements des deux côtés du flux et sur le réseau à l'usage, le mix électrique pour obtenir les émissions de gaz à effet de serre correspondantes, et les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des équipements transposées à l'usage. Nous allons prendre trois cas de figure. Une réunion de 30 minutes avec 4 participants,
une réunion d'1 heure avec 8 participants et une réunion de 2 heures avec 40 participants. Nous considérerons que les autres éléments déterminants pour le calcul seront constants, et notamment la distance physique entre les participants et le mix électrique des participants. Nous prendrons une estimation du mix électrique français à partir des informations fournies par l'extension Carbon Analyzer. Le cœur de notre approche qui va nous permettre d'effectuer des calculs comparatifs va être de se rapprocher d'une réalité physique et donc nous serons amenés à parler d'équipements. Nous allons prendre en compte 3 types d'équipements. Les postes de travail pour les participants, les serveurs pour les traitements à la fois vidéo et audio et leur diffusion, et les routeurs pour faire transiter les données sur le réseau, ce qui est très réducteur par rapport à la réalité, mais que l'on va utiliser pour l'illustration. On va considérer les données suivantes. Un poste de travail a une consommation électrique de 52 watts, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre à la fabrication de 150 kg de CO2 équivalent. Un serveur a une consommation électrique de 285 watts, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre à la fabrication de 471 kg de CO2 équivalent. Un routeur a une consommation électrique de 160 watts, mais nous n'avons pas trouvé d'informations concernant les émissions de gaz à effet de serre à la fabrication pour ce type d'équipement. La durée de vie de ces 3 types d'équipements est de 3 ans, d'après les règles d'amortissement comptable. L'information de la durée de vie de l'équipement va nous permettre de ramener les émissions liées à la fabrication à l'échelle de l'usage. Le calcul revient donc à faire la somme des émissions de tous les équipements. Pour chaque équipement, on va multiplier les émissions de gaz à effet de serre à la fabrication par le ratio entre la durée d'utilisation et la durée de vie. Nous simplifions donc le calcul en considérant que nous utilisons les équipements à 100%, ce qui n'est pas le cas en conditions réelles. Si vous souhaitez prendre en compte ce paramètre, il vous suffit de calculer le taux d'utilisation moyen des équipements en question et de le prendre en compte dans le calcul. Pour notre exemple, on va considérer les valeurs suivantes. Un poste de travail par participant à la fois pour les flux audio et vidéo, un serveur pour 4 participants pour la vidéo et un serveur pour 40 participants pour l'audio, un routeur pour 4 participants pour la vidéo et un routeur pour 40 participants pour l'audio. Voyons donc concrètement sur chacun des exemples ce que cela donne en termes d'impact, selon que la réunion se déroule en visioconférence ou en audioconférence. On va détailler les calculs pour le premier cas et on donnera les résultats des deux autres. Pour le premier cas, une réunion de 30 minutes avec 4 participants, nous allons considérer les équipements suivants. 4 postes de travail en audio et en vidéo, un serveur en vidéo et 0,1 serveur en audio, un routeur en vidéo et 0,1 routeur en audio. Il peut paraître étrange d'utiliser des nombres à virgule pour des équipements physiques, mais nous cherchons ici à comparer des ordres de grandeur. En termes de consommation électrique, on a donc pour les postes de travail 104 kWh en audio et en vidéo, pour les serveurs 142,5 kWh en vidéo et 14,25 kWh en audio, pour les routeurs 80 kWh en vidéo et 8 kWh en audio. Au total, cela donne 326,5 kWh en vidéo et 126,25 kWh en audio. On va ensuite pouvoir convertir ces consommations électriques en émissions de gaz à effet de serre en utilisant le facteur d'émission associé au mix électrique français, à savoir 0,035 kg de CO2 équivalent par kWh. Cela nous donne pour la vidéo 11,4275 kg de CO2 équivalent et pour l'audio 4,41875 kg de CO2 équivalent. Calculons maintenant les émissions dues à la fabrication des équipements rapportées à l'usage. Pour les postes de travail, cela fait 0,0142 kg de CO2 équivalent en audio et en vidéo. Pour les serveurs, 0,00896 kg de CO2 équivalent en vidéo et 0,00090 kg de CO2 équivalent en audio. Pour les routeurs, nous ne pouvons pas calculer les données correspondantes. Au total, cela donne 0,02038 kg de CO2 équivalent pour la vidéo et 0,01232 kg de CO2 équivalent pour l'audio. Nous reviendrons sur ces faibles valeurs lorsque nous analyserons les résultats. Voyons donc les émissions totales pour notre exemple d'une réunion de 30 minutes avec 4 participants. Concernant les émissions liées à l'usage, cela donne 11,42750 kg de CO2 équivalent pour la vidéo et 4,41875 kg de CO2 équivalent pour l'audio. Pour ce qui est des émissions liées à la fabrication des équipements rapportés à l'usage, cela fait 0,02038 kg de CO2 équivalent pour la vidéo et 0,01232 kg de CO2 équivalent pour l'audio, ce qui nous donne un total de 11,44788 kg de CO2 équivalent pour la vidéo et de 4,4307 kg de CO2 équivalent pour l'audio. On obtient donc un gain de 7,01681 kg de CO2 équivalent si l'on utilise des flux audio plutôt que des flux vidéo, ce qui correspond à un gain de 61%. Pour les deux autres cas, je vais vous épargner les calculs. La méthodologie reste la même. Concernant le second cas, c'est-à-dire une réunion d'1 heure avec 8 participants, on obtient le résultat suivant. 45,79150 kg de CO2 équivalent pour la vidéo,
17,72424 kg de CO2 équivalent pour l'audio, un gain de 28,06726 kg de CO2 équivalent, soit 61%. Pour ce qui est du troisième et dernier cas, celui d'une réunion de 2 heures avec 40 participants, on obtient 229,36507 kg de CO2 équivalent pour la vidéo, 88,86746 kg de CO2 équivalent pour l'audio, un gain de 140,49761 kg de CO2 équivalent, soit 61%. On va donc pouvoir comparer les trois cas de figure et en tirer certains enseignements. On peut tout d'abord remarquer que l'impact de la fabrication des équipements est relativement faible par rapport à l'impact lié à la consommation électrique de ces équipements. Cela s'explique par le fait que les durées d'utilisation des équipements sont courtes comparées à leur durée de vie. La donnée la plus importante et dont la valeur est identique entre les différents cas est le gain en pourcentage. On remarque sans surprise que le gain pour des réunions en audioconférence plutôt qu'en visioconférence est significatif, à hauteur de 61%. Ce nombre est malgré tout à relativiser car il dépend énormément de l'infrastructure du réseau, routeurs et autres équipements, et des serveurs. Un dernier enseignement que nous pouvons tirer est que l'impact cumulé des réunions plus longues et avec plus de participants émet davantage de gaz à effet de serre. Attention cependant à ne pas confondre la responsabilité individuelle des émissions et l'impact cumulé. En effet, chaque participant est responsable en proportion de l'impact cumulé. Mais même si les flux vidéo sont plus impactants que les flux audio, doit-on systématiquement désactiver la vidéo lors de nos réunions? Pour répondre à cette question, il me semble nécessaire de dépasser les sujets purement techniques en abordant l'aspect social de la problématique. Le travail à distance a tendance à éloigner les salariés. Pourtant, dans le numérique, nous travaillons constamment en équipe. Bien sûr, pour certaines personnes, ne jamais voir leurs collègues ne leur pose aucun problème, tandis que pour d'autres, les voir est essentiel. Je ne vais ni essayer de quantifier les populations, ni vous dire ce que chacun doit penser. Ce qu'il me semble important de remarquer d'après nos précédents constats est la diversité des situations. Il est donc tout à fait envisageable de conserver la vidéo pour telle ou telle typologie de réunion, ou occasionnellement pour d'autres. Il est également envisageable d'activer ou de désactiver la vidéo selon les situations, comme par exemple conserver uniquement la vidéo active en réception de celui ou celle qui parle, ou encore activer sa vidéo uniquement lorsque l'on parle. À chacun de trouver son équilibre afin d'agir pour l'environnement sans ignorer sa propre personnalité. On a donc vu que le développement du travail à distance pose la question des impacts environnementaux associés, et notamment ceux des réunions en visioconférence. On a constaté que même si les flux vidéo sont plus impactants que les flux audio, il existe une diversité de situations. Notre méthodologie de calcul nous a amené à prendre en compte non seulement la consommation électrique à l'usage, mais également l'impact de la fabrication des équipements. Surtout, on a insisté sur un aspect peu pris en compte lorsqu'on analyse ce sujet, à savoir l'impact social que cela implique. À chacun de trouver sa place entre assister aux réunions sans ne jamais activer la vidéo ou systématiquement l'allumer. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos collègues pour les inciter également à adopter une approche économe en données, et donc écologique.